Bonjour, bienvenue sur le podcast Fémin. Je suis Mélanie et je vous propose plusieurs fois par mois des conversations avec des créatrices entrepreneuses. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre très régulièrement le podcast, donc je vous en remercie vivement. Et à chaque épisode, de nouvelles auditrices nous rejoignent et j'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous l'histoire de la mercerie en ligne Motif Personnel. On va donc parler tissu et couture, mais aussi entrepreneuriat créatif, comme d'habitude. Corentine a démarré l'aventure de Motif Personnel il y a tout juste 10 ans. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat à la suite d'une perte de sens dans son travail salarié et d'un déclic qu'elle a eu pendant une période douloureuse. Elle nous raconte son parcours avec beaucoup de transparence et de recul. Son idée de départ, c'était proposer un service qui n'existait pas en France, faire de l'impression de tissu personnalisé à la demande. Elle s'est malheureusement vite rendue compte que le marché était différent des États-Unis où ce service fonctionnait plutôt bien. Elle a donc rebondi très vite pour assurer le développement de sa boutique en ligne. Vous l'entendrez certainement, il y a un petit peu de bruit de circulation, mais je pense que vous prendrez tout de même autant de plaisir que moi à écouter Corentine. Et vous n'aurez qu'à imaginer qu'on est au bord d'une terrasse en ville et qu'on papote entre copines, vous et nous. On se retrouve comme d'habitude à la fin de l'épisode pour 2-3 informations complémentaires. C'est parti! Bonjour Corentine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Mélanie, moi aussi je suis très heureuse de rejoindre cette aventure auprès de toi. Merci pour ton invitation. Bon, super. Alors c'est une première et tu m'as dit juste avant que tu écoutais assez peu de podcasts. Oui, tout à fait. C'est pas complètement intégré aujourd'hui dans mon mode de vie, mais j'ai quand même eu l'occasion plusieurs fois d'aller écouter des podcasts de personnes que je suis, notamment sur Instagram, parce que je trouvais ça inspirant. Donc voilà, ça m'arrive, mais c'est pas une vraie habitude. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu peux te présenter, alors j'allais dire ton activité, mais c'est tes activités entre Motif Personnel et 7e étoile? Oui, alors bien sûr, donc je m'appelle Corentine, j'ai 42 ans, une petite fille de 4 ans. Je suis la fondatrice et gérante de la société Motif Personnel, qui est un site de vente en ligne de tissus qui existe depuis bientôt 10 ans, et j'ai rajouté une corde à mon arc il y a bientôt 3 ans en créant une autre boutique en ligne qui s'appelle 7e étoile et qui est en fait une boutique de vêtements, accessoires pour enfants avec beaucoup de chaussettes, de barrettes, quelques vêtements, des jeux de marque pas forcément très diffusés, des produits un peu design et un peu tendance. D'où t'es venue l'idée de créer, alors pour commencer, Motif Personnel, donc il y a 10 ans, en fait, le 10e anniversaire cette année. C'est ça. Alors, en fait, moi j'ai toujours fait pas mal de travaux manuels. J'avais une maman très créative qui nous a élevés avec mes frères et sœurs. Enfin, elle travaillait pas, donc on passait beaucoup de temps ensemble à bricoler, à faire des colliers, à faire un peu de couture aussi, etc. Mais j'ai eu un début de vie professionnelle relativement traditionnel. J'ai fait une école de commerce et puis je me suis orientée dans le secteur de la vente de services pour les entreprises. Ça a été assez épanouissant pendant un temps et puis j'ai fini par tourner assez vite en rond sur ce secteur d'activité-là. Et d'ailleurs, j'ai fini, cycliquement, c'est-à-dire que j'ai eu 3 jobs salariés différents dans 3 boîtes et à chaque fois, en fait, je démissionnais au bout d'un moment parce que je tournais en rond et que j'avais du mal à trouver du sens à ce que je faisais. Et puis, dans le cadre de mon dernier boulot, j'ai une amie de mon âge, à l'époque j'avais 30 ans, qui avait une leucémie. Ça a été un moment de ma vie assez fort où moi j'ai passé beaucoup de temps auprès d'elle, en soins palliatifs notamment, et à l'accompagner vers la fin de sa vie. Donc c'est pas un sujet très marrant, bien entendu. Ouais. Mais moi, ça a été, en fait, c'est ce qui a mis le feu à mon envie de redonner du sens à ma vie et d'essayer d'orienter ma vie professionnelle vers un secteur de plaisir, de loisir et pas vers juste la course à la rentabilité, à la vente à tout prix sur du service aux entreprises où finalement, ça manquait complètement de sens, quoi. J'avais rien qui me motivait vraiment à me lever le matin.
voilà, donc il se trouve que avec mon ami qui est donc décédé depuis, on faisait plein de trucs en chambre stérile, on faisait des bagues en cristal de Swarovski, on faisait des Scooby-Doo, c'était un très bon moyen de se changer les idées, d'oublier la maladie et de passer un moment juste entre filles à mettre de la couleur dans nos vies. Et en fait, le jour où elle est décédée, complètement par hasard, il se trouve que c'était le jour où j'ai démissionné de ce job salarié. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est pas possible de continuer comme ça sans 7 ans. J'ai fait un bilan de compétences, mais qui n'a pas encore été suffisant pour me faire passer du côté du monde de l'entrepreneuriat. Donc j'ai repris finalement un job salarié peu de temps après, qui, pareil, m'a pas complètement satisfaite, voire pas du tout. Enfin, assez rapidement, j'ai senti que je me fatiguais à aller au boulot, à vendre des choses dans lesquelles je croyais pas. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir partir de cette société-là sur un plan social au bout de quelques mois. Et c'est ce qui finalement m'a donné la zénitude et la flexibilité de me dire bon bah voilà, je pars avec une petite enveloppe, j'ai droit au chômage, j'ai 32 ans. C'est maintenant quoi. J'avais pas encore d'enfants, j'avais l'impression de pas avoir de fil à la patte, ce qui était le cas. Et je me suis dit voilà, si je le fais pas maintenant de monter ma boîte, je le ferai jamais. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour mettre à plat des envies profondes, des idées, et puis pour me lancer dans cette aventure. Super, c'est un chouette parcours et on a l'impression que tu as énormément de recul sur tout ça. Bon, enfin, les années aident, j'imagine, à avoir voilà, un peu bien tout conceptualisé ce qui s'est passé. C'est intéressant. Ouais. Et tu savais au fond de toi qu'un jour tu créerais une entreprise ou pas ? Je le savais au fond de moi. En fait, même dans le cadre de mes études, il y avait beaucoup de scolarité très classique avec des jobs très classiques en tout cas pour ce genre d'études où tous ceux qui faisaient du marketing voulaient être assistant chef de produit dans la grande consommation, etc. Oui, chez L'Oréal, j'ai fait le même genre d'études. Voilà. Et au final, moi il y avait quand même déjà à l'époque un cours d'entrepreneuriat. D'entrepreneuriat, tout à fait. Ouais, j'ai fait partie des tout premiers à prendre cette UV-là. Et j'avais adoré en fait parce que le cours était composé d'interventions de jeunes entrepreneurs, que des gens qui avaient moins de 30 ans, qui avaient complètement, ils avaient ce regard un peu illuminé, tu sais, du monde un peu, complètement autre de celui qu'on nous présentait à longueur de journée à l'école. Et moi j'avais adoré ce cours-là et je m'étais, au fond de moi voilà, ça me titillait déjà, mais j'avais l'impression que c'était pas assez ci ou trop ça, ou que comme il y avait personne dans ma famille qui avait jamais monté de boîte, c'était quelque chose peut-être pour plus tard. Enfin voilà, je me sentais pas du tout légitime en tout cas quand j'ai quitté l'école pour me lancer directement. Et puis en plus j'avais pas de projet, donc voilà, j'attendais un peu secrètement qu'un projet me tombe ou qu'une idée me tombe sur le coin de la figure. Et puis voilà, donc il a fallu un peu de temps pour que ça arrive. Et aussi, il y a une autre chose que j'avais adoré, encore une fois, là où tous mes petits copains de promo partaient faire leur stage dans des gros groupes, donc très formatés, etc. Moi, j'ai eu la chance de répondre à ma toute première offre de stage pour une structure qui venait de se créer, qui était une société de création de produits parfumés personnalisés. À l'époque, ça s'appelait Parfum d'Image. Entre-temps, ça a été renommé Maesa. C'est une super grosse boîte désormais installée aux États-Unis, à Londres, au Japon, en France, qui a qui a beaucoup grossi. Et en fait, j'avais rejoint les bancs de cette société alors qu'elle n'avait pas un an. Et en fait, j'avais adoré travailler avec l'équipe, la petite équipe des fondateurs. Ils étaient 2 jeunes gens très sympas qui avaient assez rapidement vu que je pouvais être autonome, et du coup ils m'avaient laissé une totale liberté dans les projets à aborder pendant mon stage. Et ça avait déjà été un premier contact avec le monde de l'entrepreneuriat que j'avais trouvé génial, en me disant en fait voilà, t'es le chef d'orchestre de ta boîte, tu t'as tout à faire, donc c'est un boulot de dingue, mais en même temps t'apprends plein de choses, et si t'as envie d'orienter ton activité vers tel ou tel domaine parce que tu penses qu'il y a un truc à creuser, on te laisse le faire. Enfin donc tu te laisses le faire en fait tout ça. Et j'avais adoré voilà ce tout premier stage dans une entreprise toute neuve. D'accord, ouais, c'est super. Et alors comment ça t'est venu l'idée d'ouvrir une mercerie en ligne ?
Alors, en fait, à l'époque où j'ai créé Motif Personnel, enfin un petit peu avant, je m'étais mise à faire un peu de couture à la maison. Alors, c'est l'époque où mes premières copines sont tombées enceintes, ont eu des bébés, et je me suis dit, bah tiens, je vais coudre un peu je vais faire des trucs personnalisés pour les bébés. Et à l'époque, je dessinais un peu, je cherchais des tissus avec des motifs de Space Invaders. Tu sais, c'est ces petites bestioles qu'on voit, des petites mosaïques qu'on voit en haut des murs, beaucoup dans les rues de Paris, puis dans plein d'autres villes du monde aussi. Et je trouvais pas. Et au hasard de mes recherches sur internet, alors il se trouve que je parle anglais couramment parce que j'ai travaillé aux États-Unis juste après la fin de ma scolarité. J'étais partie vivre là-bas quelque temps, et donc moi, j'ai toujours fait beaucoup de recherches sur internet, y compris en langue anglaise, et j'avais trouvé aux États-Unis une société qui proposait un service d'impression sur tissu à la demande. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Donc j'avais dessiné un petit Space Invaders que j'ai envoyé à l'impression là-bas, et j'ai reçu mon tissu chez moi quelques jours plus tard. J'avais trouvé l'idée vraiment top, et surtout, j'avais été un peu étonnée de me rendre compte que personne en Europe proposait ce genre de service, en tout cas de manière aussi facile et accessible pour le grand public. Du coup, quand il a été question pour moi de me pencher sur un projet de création d'entreprise, alors il se trouve aussi quand même qu'à cette époque, ma maman avait son premier boulot, son premier. Elle a travaillé quand on était très jeune avec mes frères et sœurs, puis après elle s'est occupée de nous, et puis elle s'est remise à travailler un peu tardivement, autour de ses 50 ans. Et elle travaillait au marché Saint-Pierre, et du coup, j'allais assez souvent traîner mes guêtres dans le magasin de tissus où elle était employée. Et j'adorais en fait voir les demandes des gens qui rentraient dans le magasin. Ils avaient une orientation très motif. Je cherche un tissu avec des tours Eiffel, je cherche un tissu avec des guitares, je cherche un tissu avec des poupées russes. Enfin, il y avait, voilà, c'était très plaisant d'aller regarder, assister, parfois filer un petit coup de main, et génial. Et parfois, à la place de faire mon vrai boulot pour lequel j'étais payée, d'ailleurs, j'enrobais un peu mes rendez-vous clients, on va dire, et c'était parfois des rendez-vous juste pour le plaisir d'être là-bas. Et du coup, pardon. Excuse-moi, juste pour une petite note pour les auditeurs et auditrices. Le marché Saint-Pierre, c'est donc un gros quartier autour de Montmartre, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, à Paris, où il y a effectivement beaucoup de magasins de tissus type Froufrou et puis les Coupons de Saint-Pierre. Par exemple, à l'époque, il y avait Froufrou existait à peine, mais pas comme un nom de magasin. Coupon de Saint-Pierre, il s'appelait autrement aussi. Marché Saint-Pierre, c'est aussi c'est le nom d'un magasin qui s'appelle Dreyfus Marché Saint-Pierre, et qui par extension en fait a donné son nom à tout le quartier. D'accord. Voilà, il y a encore aujourd'hui énormément de belles boutiques avec notamment des tissus d'ameublement ou des tissus très techniques, par exemple pour tout ce qui est gymnastique, patinage artistique, des tissus, tu vois, d'accord. Voilà, il y a des magasins très très spécialisés, on va dire. D'accord, très bien. Bon, parenthèse refermée. Voilà. Je te laisse continuer. Du coup, quand il a été question de créer ma société, alors en fait, quand j'ai quitté mon dernier employeur, pour pouvoir partir assez facilement sur ce plan social, ils étaient intéressés par des profils de gens avec des projets tout près. Et moi, en fait, j'avais mis sur le papier un peu n'importe quoi, un projet de création de boîte. J'avais dit que j'allais créer une boîte de bijoux, enfin un truc... je sais pas d'où ça m'était sorti, mais ça me permettait de mettre sur le papier un truc rapide et qui fasse que mon dossier soit validé. Et puis, dès lors que mon dossier a été validé, j'ai vraiment creusé le sujet un peu plus, et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France? Qu'est-ce qui va me rattacher au monde de la couleur? Qu'est-ce qui va me permettre de travailler dans de la matière, dans des choses qui sont vivantes? Et puis, voilà, je me suis dit, tiens, personne fait d'impression à la demande. Au début, je m'étais poser la question de contacter la société américaine qui avait vraiment le leadership sur le sujet pour juste monter une filiale. Et puis, j'ai intégré un incubateur qui dépendait de la Chambre de commerce de Paris, où on m'a dit non, attends, t'as besoin de personne, il y a tout ce qu'il faut en France pour. Et alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai passé des semaines à visiter des usines textiles traditionnelles, à comparer des technologies plus récentes, plus anciennes, à tester. Et puis, voilà, j'ai fini par... ouvrir ma société quelques mois plus tard
à la base uniquement sur l'idée de proposer un service d'impression à la demande. Donc c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs motif personnel. D'où le nom. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'idée de départ. Et au final, très rapidement, je me suis rendu compte que le marché américain était pas du tout le même que le marché français. Et que finalement, aller proposer aussi des tissus imprimés avec des motifs qui soient pas personnalisés, c'était aussi quelque chose d'intéressant. Donc je pense même pas un mois après l'ouverture de mon site, il y avait déjà plus de 300 produits différents en achat-revente, hein, dans un mode beaucoup plus classique de diffusion. Voilà, donc ça c'était le démarrage. Bon, bah super. Et en plus, il y a 10 ans, c'était pas du tout le même marché qu'aujourd'hui en termes de mercerie en ligne. Alors en effet, en ligne à l'époque, il y avait vraiment pas grand monde. Il y avait Lina Morata qui était déjà là depuis longtemps et qui faisait très très bien ça, et qui avait un catalogue assez enfantin et très joli. Il y avait qui? Il y avait Cousette, je crois, qui venait d'ouvrir, ou pas loin, parce qu'on a ouvert je crois, quelques semaines d'intervalle. Il y avait France Duval, je crois, mais à l'époque, il n'y avait qu'un blog, elle vendait même pas par le biais d'un site, donc il fallait la contacter, c'était des demandes PayPal, enfin c'était un truc 100% compliqué. Ouais. Et puis si je dis pas de bêtises, France Duval, elle éditait son propre tissu, Lina Morata aussi. Alors, Lina Morata, à l'époque, elle vendait surtout beaucoup de tissus de chez Michael Miller. Elle était grossiste aussi. Elle avait une casquette. Elle avait, je crois qu'elle avait pas encore commencé à imprimer ses propres tissus. Et France Duval, elle avait commencé en effet, et elle proposait aussi de mémoire. Elle travaillait aussi avec des fins de stock de marques du prêt-à-porter, je crois, de me souvenir de ça. D'accord. Voilà, mais en effet, il y avait vraiment pas grand monde sur ce secteur-là, et pourtant il y avait les merceries traditionnelles de quartier étaient déjà bien mal en point. Enfin, c'était beaucoup moins facile déjà que dans le passé de pouvoir s'approvisionner en tissu quand on aime la couture et qu'on a envie de trouver des beaux tissus. Donc, je veux dire, dans les magasins traditionnels, il y avait déjà une offre très très réduite et beaucoup de magasins qui avaient fermé, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, 10 ans après, c'est quoi le constat pour toi du marché en termes de distribution? Parce que alors moi, je suis dans une grande ville, je suis à Grenoble, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt assez bien achalandé. Donc typiquement, j'achète très très peu en ligne. C'est quoi le sentiment que toi tu as sur le marché au niveau national? Parce que du coup, j'imagine que tu dois vendre partout. Toi, tu es en région parisienne. Mais finalement, tes clientes, elles sont un peu partout en France. Ouais, mes clientes, elles sont un peu partout en France et à l'étranger. J'ai une très forte clientèle, notamment au Japon, parce que, j'ai quelques spécificités, mais je vends énormément de tissus Liberty, par exemple. Et le Liberty a très très bonne presse là-bas. On aime la mode à la française, ou pour le coup, c'est français, mais bon, ce style bon chic, bon genre, etc. Donc sur certains types de produits, j'ai vraiment une grosse clientèle japonaise. Écoute, moi j'ai l'impression que il y a beaucoup de points de vente physiques qui ont fermé, des petits magasins indépendants, j'ai envie de dire. Des petits, Et à côté de ça, il y a quand même des chaînes qui étaient plutôt sur le déclin il y a 10 ans, qui ont repris un coup de jeune. Je pense type Mondial Tissu. Voilà, Mondial Tissu, par exemple. Même Toto, je sais, a fermé pas mal d'enseignes et en a réouvert pas mal. Après, localement, il y a aussi des chaînes comme Tissu Myrtille, par exemple, qui est très implantée en Bretagne, qui se développe très très bien, ou Self Tissu, je crois qu'ils sont aussi vers là-bas. Donc bon, j'ai pas une connaissance hyper approfondie de ce sujet-là, mais moi j'ai l'impression que le paysage a pas mal évolué pour finalement les petites structures de quartier ont certainement, il y en a pas mal qui ont fermé, et puis il y a des groupes un peu plus gros qui se sont réinstallés, quoi. C'est mon sentiment. Et j'ai lu que tu disais qu'aussi tu avais senti un tournant dans les tissus, donc dans le monde du tissu, et notamment dans le comment dire, l'achalandage de tissus, l'approvisionnement, avec toute la nouvelle mode entre guillemets qui est de se coudre ses propres vêtements. Et donc sur les tissus vraiment femmes, tu avais vu vraiment une progression et un assortiment beaucoup plus large aujourd'hui. Ouais, alors en fait, je pense que les femmes ont toujours beaucoup cousu et ont toujours beaucoup cousu pour elles ou leurs enfants. Mais je pense que en fait, c'est surtout les nouvelles technologies, alors les blogs il y a 15 ans, on va dire, 10 ans, puis Facebook, Instagram, qui ont rendu visible ce phénomène de société qui finalement pour moi on n'est pas forcément un. C'est-à-dire que je pense que les femmes ont cousu, mais qu'avant on s'en rendait pas compte parce que chacun était chez soi ou dans son club de couture sans forcément partager. Il n'y avait pas d'Instagram pour partager toutes ses créas, quoi. Exactement. Donc je suis pas sûre.
Je suis pas sûre que ce soit une vraie lame de fond, si tu veux. Je pense que le D'accord. phénomène, il était déjà là et que il est loin de. Enfin, je veux dire, à mon avis, ça va continuer, quoi. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Ça fait partie des activités chouchou des Françaises qui font du do it yourself, enfin qui font des choses de leurs mains. Et voilà. Ouais, c'est clair. Toi, aujourd'hui, tu couds encore beaucoup ou parce que au départ, tu disais que tu cousais un petit peu, mais c'était le début de ta passion. Alors, en fait, aujourd'hui, je couds de manière très anecdotique. En fait, c'est pour plein de raisons. D'abord, je suis pas ultra patiente. Et pour moi, la couture, c'est un loisir où c'est important de pouvoir se poser au calme, faire ça tranquillement chez soi, avec de la place, etc. Donc, j'ai jamais été une couturière très très assidue, même si j'ai toujours un petit peu cousu. Après, moi, naturellement, si tu veux, quand j'ai du temps libre, je suis plus attirée par le contact de la peinture ou du crayon ou du papier que par la couture. Mais ça, voilà, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. On m'a posé la question plein de fois. Ce que j'aime dans mon métier, et je pense que c'est ce dans quoi je suis peut-être la plus douée, enfin j'aime pas trop ce mot, mais bon, là où je suis le plus à l'aise, c'est le choix des couleurs, le choix des motifs et les associations. Et finalement, ça serait du papier, ça serait enfin tu vois, ça pourrait être un peu n'importe quel type de support. Il se trouve que c'est le tissu parce que j'aime le contact avec le tissu, mais c'est presque un hasard finalement quand tu vois ce que j'aime faire de mes 10 doigts, que je sois arrivée dans le tissu, quoi. Voilà, donc je couds pas énormément. J'ai cousu un petit peu pour ma fille quand elle était petite, mais pas énorme, parce qu'au final, c'est pareil, ça prend du temps, et puis les enfants, ça grandit beaucoup, donc ils portent pas beaucoup les trucs que t'as cousus. C'est vrai. Voilà, et je couds un petit peu pour moi, tu vois, j'essaie de me coudre au moins 1 ou 2 pièces par an, mais pas plus que ça, parce que en plus de ça, il se trouve que moi, mes machines, maintenant, elles sont au bureau, elles sont plus chez moi, donc quand j'ai fini ma journée de travail et que j'ai mangé du tissu toute la journée et des fils toute la journée, je t'avoue que je suis contente de fermer la porte et de rentrer chez moi et de faire autre chose, quoi. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, finalement, je pense que si ma société est encore debout aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que je couds pas, tu vois, ou pas beaucoup, et que je vais pas taper dans mon stock un tissu qui me plaît, et que je le laisse plutôt en vente pour mes clientes qui me génèrent du chiffre d'affaires et qui me permettent au bout du mois de manger, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que si t'es tout le temps à coudre, ouais. Ton propre stock, c'est compliqué. Ok. Et mais donc quand tu couds plutôt des vêtements. Plutôt vêtements, ouais, plutôt vêtements. Au début, quand j'ai commencé à coudre, je me souviens, j'avais 25 ans quand j'ai eu ma première machine à coudre, j'étais dans une époque où, dans un groupe de copains, on faisait plein de soirées déguisées, où je passais mon temps à coudre des déguisements, ou à coudre un peu d'accessoires aussi, des sets de table, des coussins, enfin des trucs un peu faciles. Et puis, non, maintenant, je coupe plus trop d'accessoires. Ouais, si à Noël, j'ai fait un petit assortiment pour ma filleule, tu vois, un petit duvet pour ses poupées, un tour de couffin, mais bon, à part ça, non, c'est plutôt du vêtement. Ouais, d'accord, ok. Aujourd'hui, comment tu te présentes si on te demande ce que tu fais dans la vie? Je dis que je gère un site de vente en ligne, sans forcément donner trop de détails. Mais de base, je dis que voilà, je gère un site de vente en ligne. D'accord. Et après, les gens te posent des questions ou... Alors, ça arrive, ouais, en général, on me demande l'activité. Et quand je parle de tissu, souvent, les gens lèvent un peu les yeux au ciel ou sont très étonnés d'imaginer qu'on puisse acheter du tissu sur Internet. Ça paraît un peu dingue. Si, parce que... mais il faut toucher. Mais comment on fait pour les couleurs? Mais comment ça marche? Voilà. D'accord. J'ai pas mal de gens qui ont du mal à... Alors que c'est les mêmes qui vont acheter toute leur garde-robe en ligne et se faire livrer sur les autres, tu vois. Donc, voilà. Je vois. Ok. Tes proches, quand tu t'es lancé dans cette activité entrepreneuriale, quel accompagnement de tes proches tu as eu? Quel soutien tu as eu? Alors, j'ai eu un très très gros soutien de la part de ma famille, et c'est encore le cas, notamment mes parents. C'était une époque où mon papa était en fin de carrière et il s'est retrouvé en arrêt maladie. Donc, il s'est retrouvé finalement à pas pouvoir terminer sa vie professionnelle comme il le souhaitait. Et moi, j'étais en pleine époque de tests d'usine, de validation de process, etc. Il se trouve que lui, il est ingénieur de formation. Il m'a pas mal accompagnée pour imposer des process à mes fournisseurs, à mes fabricants, vérifier voilà des protocoles,
rétro-planning, enfin plein de choses comme ça. D'accord. Ma maman aussi, et elle m'aide encore, tu vois, par exemple, quand je repense encore aux 2 dernières éditions de Salon Création Savoir-Faire, elle est avec moi sur le stand, elle m'aide à couper, à vendre, à aider le client à choisir les bons métrages, les bons produits en fonction de son projet. C'est chouette. Ouais, c'est génial, c'est super parce que, enfin, c'est facile, enfin, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais c'est facile en tout cas pour moi, j'ai une confiance absolue. Ils m'encouragent, ils me soutiennent. Quand j'ai un coup de blues, ça a été vrai surtout au début quand t'es tout seul dans ta structure et que t'as soit un coup de blues, soit au contraire un super projet qui tombe et que t'as personne avec qui le partager. Ouais. Ça peut être assez complexe à gérer. Voilà. Après, j'ai aussi mon mari qui, depuis le tout début, me soutient énormément. Alors, il se trouve que j'ai commencé à monter ma boîte. Lui, à l'époque, il vivait à l'étranger. Et du coup, c'était assez pratique parce que, tu vois, je bossais comme un chien pendant la semaine et puis on se retrouvait les week-ends. Il y avait, voilà, sans boulot, sans rien. Et D'accord, c'était la pause. Ouais, un c'était vrai la week-end. pause, exactement. Et à côté de ça, si j'avais besoin de bosser tard ou de manière très assidue le reste du temps, lui, il était en Irlande, donc ça impactait pas du tout sur notre vie de couple. Enfin voilà, c'était le bon moment aussi pour ce démarrage de société. D'accord. Voilà, et Christian, c'est pareil. Depuis le début, j'ai énormément de soutien. Il m'a aidé pas mal les premières années aussi sur les salons. Il venait physiquement, il m'aidait à charger les camions, à décharger, il m'aidait à vendre, etc. Alors maintenant, c'est moins le cas. Je fais appel plutôt à des prestataires pour toute la partie logistique. Et puis, sur la vente, j'ai un bon réseau autour de moi, donc je me débrouille différemment. Mais dans le quotidien, ouais, il est là, il me soutient, il m'encourage, il me donne des idées, il voit les choses différemment de moi, et ça permet d'avancer, ça permet d'avancer. Génial. On a eu une petite sortie d'école, non, peut-être? Ouais, il y en a à nouveau une, je suis désolée. C'est pas grave, de toute façon, on va le laisser, ça fait partie de l'enregistrement. Exactement, le quartier est assez vivant. Alors, à Noël, en fin d'année 2019, tu as fait un bilan de tes 10 dernières années, ta dernière décennie, et la première décennie même de l'activité. Et moi, en fait, c'est à ce moment-là où je t'ai contacté, parce que ça fait des années que je suivais ton compte et tout ça. Mais je me suis dit, Corentine, elle va avoir des super trucs à raconter. Dans ton bilan, tu partageais, toutes les années, les hauts, les bas, et notamment la partie vraiment liée à l'entrepreneuriat et à la vie d'une entreprise, avec notamment la gestion de l'équipe. Donc tu disais que donc depuis 2010, au plus fort de l'activité, vous avez été, tu as eu jusqu'à 4 salariés. Et puis aujourd'hui, t'en as plus. Ou alors il y a une personne qui vient t'aider, si j'ai bien compris, qui t'aide sur la préparation des commandes. C'est ça. Comment t'as vécu tout ça? Parce que ça doit être, parce que jusqu'à présent, les créatrices que j'ai interviewées, elles sont toutes seules. Et donc là, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est le côté vraiment accompagnement des salariés, gestion d'une équipe. C'est tout de suite autre chose, quoi, que de s'occuper que de soi-même. Ah bah oui, alors le truc c'est que en fait ma société a cru de manière assez exponentielle dans les premières années, et du coup je me suis retrouvée très rapidement à devoir gérer énormément de commandes, et j'ai assez rapidement pris quelqu'un pour m'aider, et puis voilà, on avait trouvé notre petit train-train, ça roulait bien. Moi j'arrivais à me dégager du temps du coup pour bosser sur des aspects plus stratégiques, à s'occuper plus des commandes. Et puis après il y a eu des années de très très grosses commandes, enfin comment dire, beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup d'activités. Je pense notamment aux premières années où je travaillais avec M comme Marie. Oui. Qui j'ai édité des tissus, et il y a eu un engouement énorme, notamment sur une collection de tissus qui s'appelait Ananas Fabrique. Donc ça a été une très très forte période de vente et de développement commercial, et donc là je pouvais clairement pas être toute seule pour gérer. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Alors oui, j'ai mis pas mal de temps à tomber enceinte, et ça a été une période
assez complexe à gérer par rapport au boulot parce que dès lors que je suis tombée enceinte, pour moi, il était hors de question que ma grossesse se passe pas bien. Donc, j'ai tout de suite recruté quelqu'un en plus pour pouvoir du coup m'alléger la partie physique parce qu'en fait quand on voit si tu veux sur Instagram ou quoi enfin moi encore sur mon compte je montre pas mal de choses et j'aime bien montrer l'envers du décor mais quand tu suis les flux des personnes qui font le même métier que moi en général c'est très épuré, c'est très joli, t'as un petit bout de fil, une petite bobine, une petite paire de ciseaux sauf que la réalité du boulot c'est pas ça. La réalité du boulot c'est des rouleaux de tissu qui pèsent 10, 15, 20, parfois 30 kilos qu'il faut déplacer toute la journée, qu'il faut manipuler, bon voilà. Et pareil, ne serait-ce que l'emballage des commandes, c'est ultra physique en fait. Et on se rend pas forcément compte de l'extérieur du boulot que c'est. Donc moi, quand je suis tombée enceinte, il n'était pas question que mon boulot vienne m'empêcher de mener à terme ce projet-là. Et donc j'ai recruté quelqu'un, en plus c'était un homme d'ailleurs, pour m'aider et prendre le relais sur les commandes. Alors après du coup il faut apprendre à composer avec les tempéraments des gens, il faut apprendre à mettre de côté certains de tes principes. Moi il y a des trucs sur lesquels je suis hyper à cheval, la ponctualité, le fait de dire bonjour, enfin voilà des trucs qui peuvent paraître tout bêtes. Mais quand t'es pas nombreux et que t'as qu'une personne sur deux qui joue le jeu et l'autre qui joue pas le jeu, ça te pourrit vite l'ambiance. Donc faut apprendre, voilà, à rester zen, à encourager, à remettre les personnes à leur place de temps en temps quand il le faut. Le management quoi. Voilà, exactement. Et puis que dire après après l'activité est un peu retombée. Il y a eu une période beaucoup plus calme où du coup j'ai dû gérer le fait que mes salariés étaient payés mais n'avaient pas forcément de travail à effectuer. Donc, ça c'est difficile. Voilà, il faut arriver à les motivés. Alors moi j'étais assez généreuse, j'ai offert pas mal d'heures de boulot, tu vois, des gars, mes 2 derniers gars, ils avaient un contrat de 35 heures, mais il y a eu des semaines, ils en faisaient 20, 25, et ils étaient quand même payés plein pot. Mais n'empêche que pour gérer la motivation, quand l'activité est pas forcément là, c'est pas évident. Donc il faut se mobiliser, il faut trouver des idées de communication, il faut trouver des idées de nouveaux produits à lancer, etc. Histoire de, essayer de communiquer positivement et de relancer un peu l'activité. Voilà. Et puis, je crois que je l'expliquais sur mon billet, mais je me suis retrouvée un peu malgré moi toute seule. C'est-à-dire que j'avais fini par annoncer aux 2 gars qui bossaient avec moi que l'activité était telle que je pouvais plus payer 2 salaires et qu'il allait falloir que je me sépare de l'un d'eux. Il y en a un qui a levé la main, il est parti, voilà, il était content, enfin voilà, il était content. Ça s'est fait dans de bonnes conditions. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, le deuxième m'a annoncé qu'il, lui, travaillait moins, même en gagnant la même chose, ça l'intéressait plus. Il voulait travailler plus et gagner plus, et il était bien conscient du fait que ça serait pas possible de faire ça dans la semaine. Donc voilà, je me suis retrouvée du coup toute seule à peu près du jour au lendemain, à peu de choses près, parce que en gros il a fait ses 30 derniers jours, il est parti et en fait c'est lui qui m'a complètement encouragée à pas reprendre du monde, en me disant écoute voilà, t'es rodée, tu connais le métier, t'as les bras solides, remets-toi au travail, sachant que moi ça faisait genre 3 ans que j'avais pas coupé un morceau de tissu pour préparer une commande, tu vois, donc j'étais dans d'autres sujets, j'étais chef d'entreprise. Voilà, j'étais aussi beaucoup plus dilettante, je pense, dans mon travail. J'arrivais tard, non, j'arrivais pas forcément tard d'ailleurs, parce que j'ai toujours donné l'exemple, mais je prenais les choses plus cool, etc. Et puis j'étais plus trop dans le feu de l'action de l'opérationnel, quoi. Et puis voilà, donc Ivo est parti, et puis j'ai tenté ma chance. Je me suis dit, allez, je vais me remettre au boulot, je me remonte les manches. Donc ça a été, ça c'était en octobre de l'année dernière, en 2018. Ça a été un peu compliqué à gérer parce que je me suis retrouvée à nouveau physiquement à devoir traiter beaucoup de volumes de commandes. Et puis j'ai pas voulu laisser, comment dire, je sais pas, il y a, je pense, un concours de circonstances. Je me suis finalement beaucoup plus réinvestie dans l'activité. J'ai trouvé des nouvelles idées de tissus à proposer, pas forcément proposées par mes concurrents. Parce qu'entre-temps, mine de rien, il faut relever la tête aussi quand tu lances une collection, 2 collections, que tu fais travailler des illustrateurs, que tu vois qu'il y a des tendances de fond qui se mettent en place sur ton marché, et puis tu te rends compte que des gros
vont venir simplement regarder ce que tu fais, piquer tes motifs, aller les faire en Asie pour un bouchée de pain. Ou il y a une époque aussi, j'avais constitué j'avais appelé ça, la Creative Team, une équipe de, tu vois, je faisais tourner tous les quelques mois des blogueuses ou des filles sur Instagram à qui j'envoyais des tissus, qui cousaient des choses, qui les mettaient en avant. Tout mon réseau est parti, pareil, à la concurrence, chez des gens qui n'ont pas trop, je pense, d'idées, mais qui allaient juste contacter ma base installée de nanas qui créent, de blogueuses, voilà. Alors que bon, si tu prends un tout petit peu de temps et que tu réfléchis un tout petit peu, tu peux aussi aller juste te créer ton propre réseau. Tu vois, t'es pas obligé d'aller marcher sur les plates-bandes des autres. Mais non, donc bon, bref. Je sais plus de quoi je parlais. C'est l'esprit d'escalier. Tout ça pour dire que voilà, l'an dernier, en même temps que je me suis remise à préparer les commandes, et ben j'ai eu à nouveau des idées de fournisseurs autres à aller démarcher, voilà. Et du coup, l'activité a énormément repris. Et je me suis retrouvée donc moi à passer une année compliquée physiquement, fatiguée, au bout du rouleau. Et j'ai fini du coup par accepter, me refaire à l'idée de travailler plus toute seule. Parce qu'au final, c'est quand même aussi très confortable de travailler seule. C'est-à-dire que oui, t'as besoin de faire confiance à personne, tu t'organises comme tu veux, tu veux être là, t'es là, tu veux pas être là, t'es pas là. T'as pas à gérer les états d'âme des uns et des autres, les vacances des uns et des autres, la confiance accordée à l'un ou à l'autre, qui parfois est rompue et c'est très difficile de revenir en arrière. Enfin voilà, j'ai des exemples hyper concrets dans le passé où au final tu te retrouves tout seul, au moins ça tourne. Et si ça tourne pas, tu le dois qu'à toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis la vie est comme ça, le hasard des rencontres, une cliente avec qui je m'entendais bien, qui était dans une période de sa vie professionnelle aussi un peu complexe, et puis qui habite à côté, qui est disponible, qui a eu envie d'eux, et moi aussi, ça s'est bien goupillé. Donc voilà, j'ai à nouveau quelqu'un depuis septembre là, et ça me change pas mal la vie. Ouais, d'accord. Bon, super. Donc, mais on voit bien que c'est compliqué, mais comme finalement dans n'importe quelle entreprise, hein, tu vendrais des boulons que ça ferait pareil, quoi. Ah oui, tout à fait. Après, ce qui est compliqué, je pense, quand t'es à ton compte, c'est que toi, tu donnerais tout pour ta boîte. Tu ferais passer ta boîte avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et tu peux évidemment pas attendre que les gens qui travaillent avec toi aient la même implication. Voilà. Parce que ça reste juste un boulot pour eux. C'est pas leur trip, quoi. Même s'il y en a parmi les gens qui travaillent pour moi, qui ont mis énormément de leur cœur à l'ouvrage, personne ne pourra jamais avoir l'implication que tu as toi, quoi. Ça, c'est évident. Ouais, c'est sûr. Et alors, dans tout ça, tu as quand même eu l'énergie en 2017 de créer 7e étoile. Alors oui, écoute, c'était une époque où j'avais encore pas mal de monde qui travaillait avec moi. Moi, j'avais ma fille qui était encore petite, et évidemment, je pense comme toutes les mamans, je me suis retrouvée bercée dans un univers de vêtements enfants, bébés, ultra mignons, qui se renouvellent sans cesse, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire en parallèle. L'énorme avantage, je pense, que j'ai, c'est que j'avais déjà toute la logistique en place, c'est-à-dire que c'est ça, ouais. Voilà, la gestion de la boutique en ligne, moi, elle est sous-traitée auprès d'une structure qui est la même depuis le début, que je maîtrise sur le bout des doigts, et donc pour moi, c'était pas très compliqué de monter un autre site. La gestion des moyens de paiement, c'est pareil, la gestion des expéditions, c'est pareil, donc tout mon stock est physiquement au même endroit, dans les mêmes locaux. Et voilà. Et au début, pendant longtemps, j'ai cherché à plutôt cacher à ma clientèle installée de motif personnel que j'avais cette autre activité, parce que je sais pas, je voulais pas d'amalgame entre les deux. Et puis depuis assez peu de temps, finalement, j'en parle de temps en temps sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram notamment de motif personnel. Et en fait, il y a pas mal de synergie entre les deux boutiques quand même. Et tu vois, par exemple, des mamans de 7e étoile qui ont envie de trouver une paire de chaussettes ou une paire de collants coordonnés à telle ou telle Liberty de la collection Jacadi en cours, et il y a quand même de grandes chances pour que le tissu, je l'ai dans mon stock de motifs personnels, et du coup je peux aller très facilement proposer des associations de couleurs pour des chaussettes ou des collants. Et à l'inverse, dans les mamans clientes de motifs personnels, j'en ai plein qui sont aussi fans de déco, de jolis jouets en bois, etc. Et qui du coup vont compléter leur commande de tissu en mettant dans mon autre site, en se créant un panier avec des choses de 7e étoile. Ouais.
Ok, mais c'est bien que tu aies effectivement, finalement, t'avais fait le plus dur, quoi, dans tout l'aspect logistique, e-commerce et tout, Oui. et finalement, c'était, voilà, les barrières à l'entrée étaient assez faibles. Exactement. Ouais. Après, oui, les seules barrières, c'est de se dire, bon, il y a déjà énormément de magasins en Oui, ligne spécialisés sur ce sujet. Qu'est-ce que je fais pour faire quelque chose d'un peu différent, qui puisse, si possible, se suffire à lui-même? et te démarquer, oui. Voilà. Et surtout, en essayant de rester bien vigilant et de pas forcément utiliser la trésorerie, tu vois, du site de tissus pour aller juste acheter du stock de déco et de produits pour enfants, parce que c'était un peu le risque du départ, tu vois, de m'enflammer trop Ouais. sur ce sujet-là et de finalement pas réussir à bien faire la part des choses et à dissocier les deux activités. Donc j'ai eu un tout petit passage au début où je m'étais un peu enflammée, j'avais acheté des trucs pas forcément très cohérents ou dans des volumes qui assez délirants, et assez vite j'ai réussi à bien faire la part des choses et à laisser croître tranquillement 7e étoile sans venir empiéter sur ce que Motif Personnel génère. Ouais, parce que tu n'as qu'une seule société. Une seule société, en effet. Ouais. D'accord. Ok. En tant que e-commerçante, quel est le plus grand cliché auquel tu as dû faire face, ou qu'est-ce qui t'agace, ou des questions récurrentes est-ce qu'il y en a? Bon, il y a une réflexion qui, moi, me fait toujours un peu sourire, c'est les gens qui comprennent pas pourquoi tu factures des frais de port, par exemple. Alors que, en fait, tu vois, s'ils devaient prendre leur voiture et aller dans un magasin ou prendre un ticket de métro pour traverser Paris pour venir récupérer un morceau de tissu, enfin, ils le paieraient, tu vois, le déplacement. Ouais, c'est clair. Tu mets l'essence dans ta voiture, tu t'achètes ton ticket, bon voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, bon, de moins en moins quand même. C'était plus vrai au début, maintenant les gens, je pense, sont habitués à acheter en ligne et à avoir des frais de port. Voilà, moi... Ouais. Et à contrario, on a été très très mal habitués par Amazon et les gros sites e-commerce qui ont toujours offert les frais de port et qui continuent. Ouais. Alors avec quelques conditions, Amazon, je crois que c'est 25 € d'achat pour avoir le port gratuit, mais on a été très très mal éduqués, quoi. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui m'enquiquine Si, les gens qui demandent des échantillons, alors au début je le faisais très facilement, et puis tu te rends compte que les gens qui te demandent des échantillons, c'est des gens qui font du patchwork et qui derrière ils te commandent rien. Ah oui, d'accord. Donc bon, après du coup c'est dommage parce que des gens qui auraient vraiment besoin d'un échantillon, ben maintenant j'ai plutôt tendance à dire non que oui, tu vois. Ouais. Bon, voilà. Ouais, je comprends, ouais. Aujourd'hui, donc, tu as ta boutique en ligne et tu as également un blog, et puis tu as une page Facebook et une page Insta. Quel rapport tu entretiens avec ton blog? Alors le blog, il est un petit peu à l'abandon. Au tout début, je l'utilisais énormément. D'ailleurs, j'ai commencé à l'alimenter bien avant de créer ma société. Au début, j'avais uniquement des articles qui parlaient de produits personnalisés. Donc ça, c'était en 2001. Attends, on est en quoi, 2020? Non, n'importe quoi, 2010, 2009. Et du coup, ça m'a permis de créer beaucoup de référencements naturels sur les thèmes, sur les problématiques de personnalisation. Et ce qui fait que d'ailleurs, j'ai jamais payé un seul achat de mots-clés sur Google parce que j'ai toujours eu beaucoup de contenu sur le blog. Et donc, au tout début, je présentais quasiment toutes les nouvelles collections sur le blog, à grands coups de photos, de liens vers le site, etc. Je le fais beaucoup moins parce que ça prend du temps, que j'ai l'impression que c'est moins lu qu'à une époque. J'essaie juste d'alimenter au niveau des Liberty, c'est-à-dire que Liberty sort des nouvelles collections 2 fois par an. En général, je fais une grosse publication où je montre les nouveaux motifs que j'ai référencés, où je montre aussi ce que les acteurs du prêt-à-porter utilisent dans leur collection, pour donner simplement envie aux gens, en fait, d'aller acheter les tissus qu'ils vont trouver chez Jacadi, Cyrillus et autres, et de se confectionner eux-mêmes leurs vêtements. Voilà, Facebook, pareil, au tout début, Facebook, moi, ça a été un énorme levier, c'est-à-dire que au lancement de ma société, je publiais énormément de choses sur Facebook, et déjà, j'avais par exemple, quand je mettais une photo d'une commande qui me paraissait jolie, avec un tissu, je sais pas, avec des pommes et un autre tissu avec des étoiles à côté, dans l'heure qui suivait, je recevais plein de commandes avec les mêmes tissus. C'était assez fou de voir le lien direct entre une publication sur Facebook et l'acte d'achat que ça pouvait générer. Ah oui, c'est génial. Et j'ai une grosse communauté sur Facebook, mais au final, aujourd'hui, j'anime pas directement. C'est-à-dire que je n'anime plus que Instagram, ou quasiment que Instagram. Et derrière, j'ai un relais automatique de mes publications Instagram sur
Sur Sur Facebook. Facebook. Voilà. J'ai l'impression que sur Instagram, les gens sont plus impliqués et vont plus C'est clair, facilement au bout de l'acte d'achat, ce qui est quand même la finalité, faut pas l'oublier. bien sûr. Que sur Facebook ou enfin, je sais pas toi si c'est comme ça dans ton quotidien aussi, mais moi Facebook, voilà, je suis pareil. À titre perso, je suis abonnée à plein de pages que je suis vaguement d'une oreille distraite, d'un œil distrait et j'interagis beaucoup plus aujourd'hui avec ce qu'on me propose ou ce qu'on me présente sur Instagram que sur Facebook. Ouais. Bah, moi, j'ai carrément supprimé en fait l'application Facebook il y a quelques semaines et même la partie gestionnaire de pages là pour les pages pro hier ou avant-hier. Donc c'est marrant ce virage. Ouais. Quand il y a 10 ans en arrière, c'était Facebook à tout prix et je me souviens, moi je faisais du conseil en web marketing à l'époque et on disait alors oui, ce serait bien si vous pouviez publier 2 à 3 fois par semaine. Et aujourd'hui, tu dis mais on en est tellement loin quoi. Il faut publier tous les jours et donc c'est plus Facebook, c'est plutôt Insta. Enfin ouais, le monde a changé. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui sont quand même en train de changer au niveau des blogs et notamment des blogs de couturières. Je sais pas si tu as entendu parler du gang des couturières blogueuses. Si, j'ai vu passer ça. Ouais. Bon, donc peut-être qu'effectivement les blogs vont revenir un petit peu sur le devant de la scène, mais voilà, en tout cas c'était cette idée, si vous n'avez pas entendu parler, c'était cette idée que les blogs c'est quand même une source d'inspiration, on va bien plus loin que sur Instagram, et puis on peut en fait partager avec des commentaires sur les blogs, chose qui à l'arrivée de Facebook et d'Instagram, il y avait plus aucun commentaire sur les blogs quoi. Les gens prenaient plus la peine du tout de commenter sur les blogs et en fait tout s'est transféré sur les réseaux sociaux. Complètement. Ton activité d'impression sur demande, aujourd'hui, elle en est à dans quelle phase ? Alors, j'ai arrêté de proposer ce service, je crois que ça fait bientôt 3 ans. D'accord. En fait, dans mon esprit, proposer ce service-là, c'était bien de le faire en France, donc d'utiliser une usine française, voilà. Et je l'ai fait tant que j'ai pu. C'est-à-dire que, en fait, il y a 2 activités en une. C'est-à-dire que l'impression à la demande, je la proposais sur mon site à partir de 30 cm pour n'importe qui, n'importe quel individu qui voulait faire imprimer un dessin, un motif, un faire-part en tissu, des choses comme ça. Et j'avais aussi, et ça je l'ai gardé pour le coup, une activité sous licence. C'est-à-dire que j'ai contacté, il y a des années maintenant, des structures comme Casterman par exemple. Donc j'ai une licence pour faire du tissu Martine, de Martine à la ferme, tu vois, Martine à la montagne, ou le petit personnage Émilie de Métier de Pressensé, ou Ernest et Célestine. Et là-dessus, c'est derrière la même technologie qui tourne, sauf que grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers mois d'impression pour mes clients, l'usine avec qui je travaillais au tout début, j'étais un tout petit interlocuteur pour eux, donc ça se passait bien, ils étaient réactifs et je faisais pas trop de volume. Sauf que les années passant, le volume commençait à peser vraiment et ils avaient plus le temps ils avaient plus assez de bande passante pour traiter dans de bonnes conditions mes commandes. Ce qui fait que là où au tout début, tu vois, je pouvais livrer du tissu en 2 semaines, imprimé en France. Sur les dernières sessions, il me fallait parfois 2 mois. Et en fait, c'était ingérable. Je recevais des dizaines de coups de fil de mes clients pas contents parce qu'ils savaient pas où était leur tissu et moi j'avais rien à leur dire parce qu'en plus je suis pas dans l'usine, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai fait de A à Z. Donc j'avais un manque de fiabilité de l'usine qui fait que j'ai fini par abandonner ce sujet, ce qui a été un déchirement parce que il a fallu accepter le fait que la raison d'être de ma société finalement part en fumée, quoi. Voilà, et j'ai gardé l'activité uniquement pour les tissus que je fais imprimer donc sur les licences, par exemple le tissu Martine qui tourne toujours très bien, parce que là-dessus j'ai pas de problématique de délai, c'est-à-dire que qu'on me livre en septembre ou en décembre, je sais que derrière mes clients vont acheter et il y a que moi qui sais à quel moment j'attends le tissu, quoi. Oui, on te l'a pas commandé, on te l'a pas précommandé, donc non, c'est exactement. C'est moins dérangeant. Voilà. D'accord. Est-ce que pour autant tu penses qu'il y a encore un marché ? Alors oui, je pense. J'ai de la demande toutes les semaines. J'ai de la demande tout le temps, donc moi je renvoie vers d'autres. J'aime pas trop le faire en général, mais bon, je le fais quand même. Je le fais quand même parce que je trouve ça dommage. Après, en France, il y a plus personne qui propose ce service-là, donc je renvoie vers des sites en Allemagne ou aux États-Unis.
C'est un peu dommage parce qu'il y a quand même un outil de production qui existe, mais qui est pas forcément adapté aux petits consommateurs français, quoi. Ouais. Bon. Et tes sources d'inspiration à toi quand tu choisis le tissu, parce que donc c'est toi qui vas choisir auprès des fournisseurs les tissus que tu vas proposer. Et alors j'ai lu que tu disais que 2020 c'était l'année de la rayure. Alors comment on fait si on n'aime pas la rayure? Alors il va y avoir beaucoup de rayures encore. C'est vrai. On n'est pas obligé d'aimer la rayure, il y a plein d'autres choses. Moi j'ai amorcé un tournant il y a un petit peu plus d'1 an en référençant des tissus rayés, des jerseys, de la maille polo, des sweats. C'est en fait un secteur sur lequel il y avait très très peu d'intervenants, et au final je sais pas si c'est la demande qui a créé, enfin l'offre qui a créé la demande ou l'inverse, mais voilà, il se trouve que j'ai eu la possibilité de rentrer en contact avec des sociétés qui mettent à disposition des tissus magnifiques. J'ai rentré là un nouveau fournisseur qui est pas encore sur le site, c'est un travail de titan, pouvoir préparer toutes les fiches articles, etc. Et c'est à nouveau que de la rayure. Et en fait, l'an dernier, j'ai une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui est partie sur ce type de produit. Classique, mais pas forcément que classique. Il y a des couleurs de dingue, il y a des matières de dingue. Et voilà, donc j'ai surfé un peu sur le sujet l'année dernière. J'ai encore aucun de mes concurrents qui se soit vraiment mis sur le sujet. Donc, moi, je pense qu'il faut en profiter tant qu'on a un peu d'exclusivité sur des sujets. Voilà. Après, c'est pas que l'année de la rayure, tu vois. On est quoi? On va être le 1er février. J'ai pas encore lancé une seule nouvelle rayure sur mon site. Donc, ça fait déjà 1 mois de l'année qui s'est écoulé sans nouvelle rayure. En revanche, qu'est-ce que j'ai mis? Tous les nouveaux Liberty, avec pas forcément que de la fleur. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, proposer des Liberty un peu figuratifs. Il y a des sweats imprimés, il y a des belles viscoses qui sont sur le site, plein d'autres choses, pas forcément que de la rayure. Bon. Et tu me parlais de mes sources d'inspiration. C'est très difficile à dire. Je pense qu'un peu comme tout le monde, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai quelques comptes que j'aime bien suivre avec des personnes dont j'aime bien la démarche, dont j'aime bien le discours. Après, il y a aussi ce que les fournisseurs proposent, parce qu'on n'est pas toujours, on est quand même très aiguillé par ce qu'on nous présente. C'est parfois t'as un choix un peu par défaut, quoi. Voilà. Après, j'essaie quand même moi de garder un approvisionnement un peu international. J'essaie de faire un peu différemment de ce que font mes concurrents, parce que si on trouve partout pareil. C'est pas très marrant, quoi. C'est sympa de pouvoir avoir des choses qui changent un peu de l'ordinaire. C'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup revenu sur le dernier salon Création Savoir-Faire, et c'était très touchant de voir les clients historiques et plein de nouveaux clients disant c'est génial, on arrive chez vous, on a l'impression que c'est du jamais vu, et ça fait plaisir de se dire voilà, en effet, je me suis un peu cassé la tête à aller trouver des produits différenciants, à aller trouver des lainages. Là par exemple, je suis en train de finir mon stock de lainage, mais j'ai rentré un fournisseur de lainage qui vient du Portugal. Je pensais pas avoir autant de succès sur ces produits. Alors après, ils ont été très bien mis en valeur par quelques personnes aussi sur Instagram, donc ça aide évidemment. Mais ça fait plaisir de se dire voilà, moi je me suis un peu cassé la tête à aller trouver des choses différentes. J'ai réussi à les mettre en avant, j'ai réussi à faire des belles vidéos, à bien montrer des associations de tissus, de couleurs, de doublures, et au final ça plaît, ça fonctionne, et c'est très gratifiant quand ça se passe. Tu m'étonnes. Ouais. Et tu travailles encore avec des influenceuses, comme tu le disais tout à l'heure, de leur proposer les tissus. Et je pense qu'il y a ça me fait penser à un moment donné, alors peut-être que c'est encore le cas, mais moi j'achète moins de livres de couture. Mais dans les livres aussi, il y avait énormément de tissus qui étaient de partenariat avec les autrices. Et est-ce que ça tu continues? Alors sur les livres, pas vraiment. Les livres, en fait, il y a toujours eu un gros décalage entre le moment où tu proposes un tissu qui va être utilisé dans un livre et le moment où le livre sort. Ce qui fait que moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir de la demande sur des tissus qui n'existaient plus. Et donc, il y a aussi beaucoup moins de demandes d'auteurs. Je pense que l'édition de livres est peut-être un peu en régression par rapport aux patrons indépendants. Il y a juste un livre qui va sortir bientôt avec quelqu'un... je sais pas si j'ai le droit de la citer d'ailleurs, parce que le site est pas encore annoncé, mais bon, une jeune personne qui a travaillé chez moi quelque temps, qui a monté sa propre mercerie à Angoulême, donc voilà, au moins les mots sont pas dits, mais ils sont dits quand même. Qui m'a fait une demande à l'automne dernier pour l'accompagner sur un livre, et à qui j'ai du coup envoyé des tissus.
Mais sinon, moi, dans le domaine du livre, non, j'ai plutôt arrêté. Après, au niveau des influenceuses, même si c'est un mot que j'aime pas trop, en fait, moi, j'ai principalement, enfin, quasiment toujours travaillé avec des personnes qui étaient d'abord clientes et avec qui j'ai sympathisé, ou je trouvais qu'elles faisaient des belles photos, et du coup, un jour, je les ai appelées en disant, tiens, est-ce que ça te dirait, je t'envoie quelque chose, si ça te plaît, enfin voilà, sans aucune obligation. Je pars du principe que si tu fais plaisir à la personne, que tu arrives un peu à cerner ses goûts, finalement, la communication qui va se faire derrière, sans aucune obligation, peut être que positive, quoi. Ouais, et bien plus authentique. Voilà, et donc je continue un peu. J'ai un peu changé mon fusil d'épaule cet hiver, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup contactée par des filles avec un fort lectorat, mais des filles avec aussi un gros melon, tu vois, et c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais j'ai été pas mal contactée par des filles qui passent leur temps à tendre la main pour avoir du tissu, des filles qui sont pas forcément clientes, et moi ça me casse un peu les pieds de me dire que voilà, tu vas juste faire des cadeaux à des gens, je sais pas. Ouais, je comprends, ouais. Je préfère de loin, et je l'ai fait, tu vois, en décembre. Je suis allée regarder un peu les publications qui m'avaient amené du trafic sur Instagram l'année dernière, et je suis tombée nez à nez avec des publications de filles dont je connaissais même pas le nom, et ça m'a fait vraiment plaisir de me dire, en fait, il y a quand même toute une partie complètement immergée dont on se rend pas compte. Et donc de moi-même, j'ai contacté quelques-unes de mes clientes, du coup, dont je connaissais donc pas les noms, j'avais juste les pseudos, en disant, écoutez, ça me ferait plaisir de vous offrir du tissu, est-ce que vous permettez que... Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y en a une à qui je dois envoyer un colis, et je l'ai pas encore fait, et qui m'écoute peut-être, ou qui m'écoutera peut-être. Voilà, et du coup, ça fait plaisir de se dire, au final, des gens qui sont pas connus, qui n'ont pas forcément les milliers de followers que certaines Instagrammeuses vont avoir, peuvent aussi avoir une vraie pertinence à utiliser tes tissus et à les mettre en valeur. Et voilà, moi j'aime bien, moi, voilà, aller démarcher les gens et leur dire, tiens, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que ça vous dirait? Ouais, c'est chouette. Je trouve ça plus valorisant. En tout cas, moi, je me suis sentie pas mal agressée, quoi, par des demandes de filles dont je connaissais pas le nom, dont je connaissais pas l'activité. Et en plus, quand tu leur dis, écoute, je connais pas ton univers, il y en a qui prennent la mouche, tu sais, comme si pour elles, c'était une évidence que sous prétexte que t'as 5000 followers, t'es quelqu'un qui est hyper connu et hyper, je sais pas, rentable, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Après aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de filles avec qui j'ai travaillé dans le passé qui se sont faites démarcher par des concurrents, et bon, ça va une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, ça fait un peu râler aussi de te dire que ton réseau, il est surexploité par les autres. Donc, c'est important de pouvoir se repositionner et potentiellement aller utiliser d'autres vecteurs, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Le salon CSF, tu en parlais tout à l'heure, Art Création et Savoir-faire, ça doit être une sacrée aventure. Alors, t'es un peu en terrain connu géographiquement, mais j'imagine quand même qu'en termes de logistique et tout ça, ça doit être un morceau. Oui, encore une fois, je pense que les gens n'ont pas forcément... Enfin, c'est pas facile d'imaginer en effet tout ce qu'il y a derrière. Après, en tant que exposant, on travaille pas tous de la même façon, hein. Mais moi, j'aime pouvoir passer du temps avec les gens sur le salon. Alors, ça peut peut-être faire sourire les personnes qui ont essayé d'accéder au stand cette année et qui n'ont pas réussi parce qu'il y avait trop de monde. Mais en gros, depuis quelques années, pour me simplifier la tâche et simplifier la tâche des personnes qui travaillent avec moi sur le stand, on coupe à l'avance en fait énormément de coupons. C'est-à-dire qu'on sait que pour faire un sweatshirt femme, il faut 1m60, donc on va précouper des dizaines, voire des centaines de coupons d'1m60 de sweat, et on sait que ça va être de la vente facile, tu vois, et donc ça va permettre de dégager du temps pour vendre d'autres choses. Mais en effet, moi, création savoir-faire, ça représente entre 1 et 2 mois de chiffre d'affaires sur l'année, donc ça veut dire qu'au en 5 jours, tu vas vendre, donc couper et encaisser ce que tu débites en l'espace de 1 mois et demi dans ton quotidien. Donc c'est juste c'est énorme, faramineux. C'est-à-dire que cette année, pour te donner une idée, d'habitude je vais sur le salon avec un camion de, je crois que c'est 20 mètres cubes. Cette année j'en ai pris 2 parce que je savais que, il fallait qu'on puisse avoir assez de stock pour tenir les 5 jours,
et que tout le monde puisse même le dimanche se dire ah bah c'est génial, il y a du stock, on a pensé à nous qui pouvons venir que le samedi ou le dimanche, il y a quand même toujours des trucs magnifiques et c'est pas un salon qui va faire plaisir juste les 2 premiers jours quoi. Ouais, c'est pas la fin du camion qui reste quoi. Exactement. D'accord. Et pour toi, il y a pas de doute sur la rentabilité d'être exposant sur un salon comme ça. Moi non, avec la rotation de stock que j'ai, avec les ventes qu'on fait sur ce salon-là, non. Après, il y a des éléments qui sont très difficiles à évaluer en termes de rentabilité. Quand tu vois le temps que tu passes, quand tu vois les efforts physiques que ça nécessite, quand tu vois le stress que ça génère, les nuits où tu dors pas, les nœuds au cerveau. Moi, je suis très très sensible à ça, même si j'ai déjà fait 10 fois. À un mois du salon, voilà, mon mari, il a l'impression de vivre avec quelqu'un d'autre, quoi. Je suis fatiguée, je dors pas bien, je perds du poids, après, c'est un peu le cercle vicieux, mais en même temps, à mon petit niveau, ça me paraît être un gros enjeu et je veux pas me planter. Tu vois, donc, tous les efforts que tu mets bout à bout, c'est difficile de remplir un tableau Excel et de valoriser cette partie-là, tu vois, et se dire, bon, et en effet, à côté de ça, le jeu pour moi, le jeu en vaut quand même largement la chandelle. C'est un salon dans l'année, tu vois, si tu y es pas, tous tes concurrents vont y être, ou quasiment. Tu laisses la place aux autres, tu laisses la place à... tu peux te faire manger des parts de marché. Et puis, mine de rien, c'est quand même aussi un salon où chaque année, on rencontre plein de nouveaux clients. C'est-à-dire que moi, je crois que tous les ans, je demande à tous les personnes qui passent entre mes mains, est-ce que vous connaissez la boutique en ligne ? Oui, non. Et il y en a tous les ans, au moins la moitié qui connaissent pas. Et c'est fou de se dire qu'il y a quand même encore un potentiel de croissance qui est dingue. Ouais. Ça se renouveler. Donc, pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Oui, vraiment. Bon, c'est super. Mais c'est chouette de connaître un peu les coulisses parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait, de toute la logistique que ça demande et l'organisation d'un salon. Enfin, moi, perso, je suis en plein dedans là pour rien à voir, mais pour la début février, la semaine prochaine, et c'est un travail de malade, quoi. Et je vends pas du tissu, donc j'ai pas, tu vois, toute la partie logistique, elle est vraiment très faible par rapport à toi. Donc je trouve ça vraiment intéressant de voir l'envers du décor et le côté humain en fait, parce que encore une fois, tu vois, c'est pas on n'est pas sur Amazon, on est sur un site à taille humaine qui fait vivre tout un tas de gens, parce que il y a évidemment ta propre activité, les salariés que tu as eu précédemment, et puis évidemment tous les fournisseurs que tu fais travailler et tout ça. Et c'est vraiment une grosse économie, et c'est génial de voir l'envers du décor. Et alors avec tout ça, t'as encore la foi. J'ai lu que tu avais plein de projets pour 2020. Oui, mon cerveau s'arrête jamais vraiment, donc j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Il y a des choses que je teste, des partenariats. Je travaille avec une marque de patron là sur un projet pour le printemps. Bon voilà, c'est chouette parce que ça se réinvente tout le temps, quoi. Et j'ai encore largement la foi. Tu vois, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des périodes où j'avais envie d'autre chose, j'avais eu envie de vendre ma structure, mais au final, 10 ans plus tard, je suis encore ultra heureuse de ce que je fais. J'ai l'impression que c'est pas du tout le même métier qu'au début. J'ai l'impression que il y a encore tellement de choses à faire et à inventer sur le sujet que c'est pas encore prêt de s'arrêter, quoi. Ouais. Bon, super. Est-ce que tu as des outils qui te sauvent la vie dans ton organisation ? Je sais pas, des outils par exemple pour te faciliter la vie sur les réseaux sociaux, au niveau de la logistique. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager ? Pas vraiment. Écoute, moi, je travaille un peu comme je suis, quoi. Il y a beaucoup d'improvisation dans ce que je fais. Je suis assez tributaire de la météo et de la luminosité pour mes publications Instagram, par exemple. Donc j'ai quand même investi. Ouais, alors j'ai investi. Mon mari m'a gentiment offert un pied. C'est un espèce de projecteur qui me permet d'avoir une lumière à peu près bonne, à peu près tout le temps. Je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne de l'autre côté. Je sais pas si tu vas l'entendre. Si, je l'entends. Et ça me simplifie pas mal la vie parce que même les jours où il fait pas très beau, j'arrive quand même à faire des publications. Après, dans la logistique, non, j'ai pas vraiment de
J'ai pas vraiment d'astuce. Je sais pas, ça me paraît juste être tellement ancré, tellement rodé que je vois pas trop. Ouais, ça tourne. Ouais, ça tourne. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais comme loisir créatif, vu que tu ne couds pas beaucoup, qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Oh là là, j'ai un peu honte. Franchement, j'ai un peu honte. À part, si tu veux, à part coller des gommettes avec ma fille. Dans quelques années, ça sera autre chose, ça sera un peu plus poussé. Ouais. Oui, tu parlais de peinture, de dessin? Ouais, j'ai fait de la peinture pendant un temps. Je prenais des cours d'aquarelle, puis j'en fais plus trop. Je fais un peu de doodling à la maison, tu vois, avec mes stylos. Qu'est-ce que je fais? Je fais toujours un peu de perles. Je me suis remise à faire 2-3 colliers pour moi, des bracelets, comme ça. Puis pareil, parce que c'est une activité qui est sympa à faire au niveau de la motricité fine avec ma fille. Ouais. C'est vrai que j'aime bien faire avec elle, tu vois. On a du masking tape et des tubes de colle à gogo et juste créer pour créer sans forcément qu'il y ait une finalité. Et même si tout se retrouve à la poubelle derrière, c'est pas grave en fait. Patouiller dans la peinture, mais du coup pas de la peinture fine d'adulte, tu vois. Mais oui, j'espère. On fait un peu de pâtisserie aussi ensemble, c'est quelque chose que j'aime bien, qui reste pour moi du loisir créatif. Hein. Voilà, écoute, c'est à peu près tout. J'ai fait un peu de tricot et puis il fallait être trop concentré. Le soir, j'ai du mal à être concentrée sur ce que je fais, tu vois, donc du coup, je tricote pas trop. Mais ouais, je dirais perles, un peu de dessin ou coloriage avec ma fille, un peu de peinture. Voilà. Donc suffisamment de choses et de variétés pour quand même poser le cerveau et profiter d'un moment de détente. C'est ça. Ouais. Ok. Une avant-dernière question et après je te laisserai aller déjeuner. Quel rapport tu as par rapport au zéro déchet et à l'éco-responsabilité? Parce qu'en plus, tu es dans un domaine, le tissu, où on sait que c'est assez gourmand en eau pour la production. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Alors, c'est pas facile à intégrer dans une stratégie d'entreprise. En plus, l'offre est pas forcément ultra développée. Je suis assez contente parce que cette année, ce qui va pas tarder à arriver sur le site, au niveau des rayures notamment, on n'est pas véritablement dans du zéro déchet, mais en gros, j'ai démarché une société qui est dans le prêt-à-porter. Et ce que je vais vous proposer cette année sur le site, ce sont des restes de collection. Donc, c'est pas du tissu qui a été produit pour être vendu au mètre. Donc, on s'intègre plus ou moins dans une démarche de zéro déchet. En tout cas, c'est pas de l'upcycling. Voilà, c'est pas de la production faite pour être vendue au mètre. On est dans des stocks qui dormaient dans un hangar, qui n'étaient pas valorisés, alors que c'est du tissu qui est d'une qualité de dingue. Où le fil en plus est tricoté en France. Enfin voilà, on est sur du local et moi c'est un petit geste pour moi, tu vois, de me dire que parmi mes fournisseurs, j'avais quand même réussi à en démarcher un qui avait même pas pensé un jour pouvoir écouler ses stocks de tissus comme ça. Et donc bon, on va voir. Faut que je m'attelle à la mise en ligne d'ailleurs de ces tissus pour commencer ce partenariat sur cette année, mais j'y crois beaucoup. Après, dans mon quotidien, c'est 3 fois rien, et vraiment, ça peut paraître pipi de chat, mais tu vois, je vends énormément de chaussettes, et mon fournisseur de chaussettes me les livre par boîte de 6, avec autour des 6 paires de chaussettes, à chaque fois, j'ai un papier de soie. Et évidemment, du coup, j'ai beaucoup de papier de soie à jeter. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire, et donc je conserve mes papiers de soie. Quand j'en parle, ça me fait presque sourire, mais en fait c'est fou de voir la quantité de papier qui partait à la benne au tout début. Et en fait, donc maintenant je les garde et je les réutilise, c'est-à-dire que mes petites commandes qui sont pas trop encombrantes, je les entoure d'un papier de soie qui a un papier de soie estampillé Condor, la marque de mes chaussettes, donc de mon boutique en ligne. Et voilà, je recycle ce papier de soie comme ça, et en fait ça me fait hyper plaisir de me dire que c'est pas juste jeter pour aller en utiliser du tout neuf que j'aurais acheté. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est bête, hein, mais c'est... Alors moi je fais exactement pareil avec le papier de soie. Alors j'en ai pas autant de quantité que toi parce que c'est anecdotique, mais je ne suis incapable de jeter du papier de soie. Ouais. Et puis moi je récupère aussi, tu sais, les petits comment ça s'appelle, les rubans tout fins qu'on te met là sur les vêtements dans le prêt-à-porter pour pouvoir les suspendre.
Voilà, je découpe ça et je les garde et j'essaye de les réutiliser dans dans ce que je coupe. Ouais. Mais oui, voilà, c'est effectivement ne pas jeter. Enfin, il y a plein de choses pour le zéro déchet. Et dans le tissu que tu vends aussi, est-ce que tu vois des tissus particuliers que les gens achètent pour se faire des choses dans le zéro déchet? Je pense par exemple à l'éponge de bambou. Cette année, ça a été assez fou de voir ce phénomène avant les fêtes notamment. Je vends énormément de micro-éponges de bambou. En effet, en plus, ça existe désormais dans plein de couleurs. Donc, tu vois, même pour les filles qui mettent des maquillages très foncés, qui n'ont pas envie que ça laisse des traces sur leur éponge, tu peux acheter de l'éponge bleu pétrole ou bordeaux et du coup, ça passe en machine sans souci et même les maquillages foncés vont moins se voir que sur une éponge blanche, j'ai envie de dire, comme quand tu vas le laver. Je vends beaucoup aussi de mèche. Le mèche, c'est un filet, alors c'est du polyester, et ça permet par exemple, de confectionner des sacs à vrac. Donc tu mets un tissu plein, et puis tu mets un petit cordon autour, et ça te permet d'aller faire ton shopping. Ouais. Alors j'ai lu que c'était quand même des tissus qui étaient pas top à produire, hein, non? Bah ouais, polyester. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Moi, je les ai fait en coton de base et que j'avais déjà, en fait. Alors, effectivement, l'avantage du mèche, c'est certainement que tu payes... Enfin, bon, si tu peux faire la tare, c'est... Quand tu pèses, ça change rien, mais quand tu peux pas faire la tare, effectivement, ton sac à vrac, il pèse moins lourd. Ouais, Bon. Alors, en tout cas, c'est du work in progress, on va dire, et petit à petit, on va y arriver. Exactement. Bon. Et ma dernière question, qui va conclure, c'est quelle est ta plus grande fierté? C'est dur comme question, ça. Ah ouais, c'est pour la fin. Attends, t'es entraînée, là, ça fait 1 heure qu'on parle. J'ai envie de dire, c'est d'être encore là, en fait. Ouais. Tu vois, en 10 ans, j'ai vu un paquet de structures se monter et fermer. Ouais. Pour plein de raisons. J'ai vu beaucoup de jeunes femmes qui pensaient que quand on devient maman, on peut se mettre à son compte facilement, mais en fait, c'est pas si facile que ça. Ça nécessite plein de connaissances dans plein de domaines. Il faut vraiment être un chef d'orchestre, il faut savoir faire une règle de 3, il faut savoir calculer un taux de marge, il faut savoir parler aux clients, traiter le service client. Voilà, donc je suis assez fière de ça, assez fière d'être encore là, assez fière de pouvoir proposer des choses nouvelles encore, et assez fière. Tu vois, j'ai Gaëlle qui travaille avec moi l'autre jour me disait c'est fou, je suis sur Google, je tape MO, ça me sort directement motif personnel. Ben oui, et tu vois, ça fait plaisir de dire que t'es un peu incontournable sur le marché, mine de rien, et voilà, petite fierté. Bon, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je sais pas être d'accord, mais effectivement, tu peux en y être faire. C'est une belle fierté, comme tu dis, d'être encore là, quoi. 10 ans après, le marché a tellement évolué. Ouais, bravo de t'être accroché et puis d'avoir encore la niaque, quoi. C'est chouette. Ouais, merci. Ouais. Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Corentine. Je te laisse aller déjeuner. Et puis voilà, on te retrouve sur Instagram, alors un petit peu plus que Facebook. Ah ouais, exactement. Sur Instagram, quasiment tous les jours. Ouais. Et puis évidemment sur la boutique en ligne motifpersonnel.com, sur le blog. Et puis voilà, à très vite sur les réseaux sociaux. Ça marche, avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Me revoici, je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver Corentine, je vous donne rendez-vous sur le site motifpersonnel.com et sur son compte Instagram du même nom. Vous pouvez la retrouver également sur le site de 7e étoile, 7étoiles.com. De mon côté, venez me faire un petit coucou sur le compte Instagram du podcast, c'est @podcastfemain. J'aime quand vous venez me raconter ce que vous avez apprécié dans l'épisode et qu'on poursuit l'échange sur les publications Instagram. Si vous avez apprécié tout ce travail, laissez-moi une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Ça m'aidera énormément à faire découvrir le podcast à une communauté plus large. Et une story sur Instagram, c'est génial aussi. Et il y a une petite nouveauté depuis quelques semaines, c'est la chaîne YouTube. Vous pouvez écouter tous les épisodes directement sur YouTube si c'est plus simple pour vous. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez les épisodes. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!